D'origine polonaise, établi en Belgique depuis 1965, André Sioui y a pris une grande place, tant comme soliste que chambriste. Il est professeur au Conservatoire royal de musique de Bruxelles et à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Ses nombreux concerts et enregistrements lui ont également offert une reconnaissance à l'étranger. André Sioui, bienvenue. Vous avez été concertmeister d'orchestres réputés comme l'Orchestre de chambre et l'Orchestre symphonique de la RTBF, l'Orchestre national de Belgique. Parlez-nous un petit peu de votre carrière de premier violon. Les premiers violons, on l'appelle concertmeister. Et le concertmeister a un rôle très important dans un orchestre. Pourquoi? Parce que d'abord, il doit faire tous les solos qui sont prévus dans les programmes, dans les œuvres qui sont interprétées. Et autre chose, il doit conduire tous les groupes de violons, et donc imprimer son impulsion, imprimer son énergie, et aussi leur donner vraiment envie de faire la musique dans cette direction-là, comme le chef indique. Donc il est en fait un intermédiaire entre les groupes de violons et les chefs d'orchestre. D'autre part, il doit aussi prévoir à mettre les coups d'archet, parce que tout le monde doit jouer dans la même direction de l'archet. Il doit prévoir les coups d'archet, les doigtés éventuellement, pour homogénéité de l'interprétation.
Mais alors tout ça, c'est très important, mais aussi a un rôle social très très important aussi. Il est en fait intermédiaire entre le chef d'orchestre et l'orchestre même. Donc ça c'est des rôles très importants et ça se travaille pendant des années et des années. Beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Et c'est vrai, on peut jouer très très bien un instrument et ne pas être bon concertmeister, ça arrive. Hein. Je ne sais pas ce que j'étais un bon concertmeister, mais comme je fais ce métier pendant plus de 25 ans, donc j'espère que j'ai satisfait à la demande. Mais vous avez dû être très touché par la suppression de l'orchestre symphonique de la RTBF, qui était évidemment un outil de travail très très important. Très important, qui donnait possibilité aux musiciens, artistes, interprètes de faire partie d'un ensemble prestigieux d'abord et de faire leur métier, d'avoir l'occasion de jouer de belles œuvres, de donner au public des interprétations de grandes œuvres et de ce fait-là. Et aussi des possibilités aux solistes, parce que l'orchestre RTBF, il faut le dire, prévoyait engagement des solistes belges, des chefs d'orchestre belges aussi, pas seulement les chefs prestigieux qui venaient de l'étranger, mais aussi un tout petit peu politique locale, et surtout donner possibilité aux compositeurs de présenter leur production, leurs œuvres en première audition souvent, et quelquefois reprendre les œuvres aussi de musique belge oubliées et perdues dans les tiroirs des bibliothèques. C'est vraiment une très grande perte, évidemment. Une très grande perte, oui. Je vous connais inséparable de vos deux violons, qui sont de très beaux instruments. Et en fait, je voulais avoir un petit peu leur histoire. Pour un violoniste, c'est toujours une histoire d'amour. Pourquoi? Parce qu'il consacre à l'instrument des heures et des heures. Et aussi, il peut avoir des moments de joie et des moments de déception. Pourquoi? Parce que le violon ne répond pas toujours à la sollicitation de l'artiste comme il voudrait bien. Mais bon, disons, il y a de beaux moments avec un instrument, donc c'est tellement important d'avoir un instrument. Donc moi, en effet, je possède deux instruments, un peu plus ancien, donc il a 150 ans, c'est Jean-Baptiste Villaume, un instrument qui était construit en 1852 et à Paris par Jean-Baptiste Villaume. Et l'autre instrument que je joue très volontiers avec grand plaisir, c'est Jan Strik, hein, c'est un jeune luthier bruxellois et qui m'a fait ses violons en 96, donc il n'y a pas si longtemps. Mais comme il m'a lui-même dit, le bois provient de presque la même époque que Jean-Baptiste Villaume, donc je joue depuis déjà 30 ans maintenant. C'est magnifique. En tout cas, ce sont des instruments splendides. Et évidemment, vous vous en servez à merveille. Vous avez une activité de chambriste très riche. En quoi consiste-t-elle ? Disons, la musique de chambre, c'est mon violon d'ingre, si on puisse dire, parce que c'est mon violon. Mais depuis pratiquement toujours, j'ai essayé de faire la musique avec des autres instruments. Et je me suis consacré à la musique de chambre depuis déjà bien des années. D'abord en faisant un duo professionnel avec ma femme, Yaga Siwi, qui est aussi une violoniste. Et selon les critiques, nous jouons le violon à quatre mains. Donc c'est une expression que nous a attribuée un jour la critique quand nous avons interprété la grande sonate d'Isaïe pour deux violons. C'est très beau, c'est une histoire d'amour dans la vie, dans la musique. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est toujours les passions qui me guident dans mon métier aussi. Et une autre passion, c'est l'enseignement, évidemment.
La première proposition sérieuse de devenir professeur, disons, dans un établissement de prestige, c'était la place de chargé de cours de violon au Conservatoire de Bruxelles, c'était en 1975. Et j'ai exercé cette fonction pendant 6 ans. Ensuite, il y avait une possibilité, une opportunité d'avoir éventuellement la classe de musique de chambre, donc le professorat titulaire au même conservatoire à Bruxelles, que évidemment j'ai sauté avec joie sur cette occasion-là. Pourquoi? Parce que c'était musique de chambre. Et ça vous permet bien sûr de pouvoir donner cours à tous les instruments. Oui, d'abord ça et autre chose, le répertoire tellement riche et tellement grand et que je préférais cette place-là même qu'une classe tout à fait de violon. Donc je préférais cette place-là. Nous venons donc justement de parler de cette passion de l'enseignement qui vous anime, et elle vous a également amené à devenir professeur de musique de chambre, ici même à la chapelle musicale Reine-Élisabeth, et depuis peu également professeur de violon. Donc comment se passent les cours ici à la chapelle musicale? Mais d'abord, il faut voir la différence entre la classe de musique de chambre et la classe de violon. Et donc la première fonction de musique de chambre, c'est une fonction qui est, disons, offerte par l'établissement à un professeur qui est titulaire de la classe de musique de chambre. Cette session comporte 7 étudiants, 3 violonistes, 3 pianistes et 1 altiste. Je suis un peu pauvre dans ces cas-là parce qu'il me manque un violoncelle pour former un groupe de musique de chambre vraiment valable, mais donc nous nous servons d'une aide extérieure, donc on a des répliques qui viennent nous aider à ce sujet-là. En ce qui concerne la place des enseignants de l'instrument solo, donc les violons en particulier, il y a un examen d'entrée pour les étudiants, et l'étudiant choisi, qui a passé par la sélection, choisit lui-même un professeur. Donc il va recevoir l'enseignement pendant 3 ans. Donc c'est le cas actuellement avec mon élève qui est Weronika Godlewska, qui est une Polonaise, mais qui a fait ses études à Bruxelles au conservatoire aussi, et à l'Académie de musique Bruxelles-Ville aussi comme élève, entre autres, de ma femme. Et elle est ici pensionnaire à la chapelle. Et dans la session précédente, j'avais aussi un étudiant d'origine coréenne, qui est Kyu-Min Lee, qui a terminé avec grande distinction sa session en tant que violoniste. André Sioui, merci beaucoup. Et maintenant, je vous propose de retrouver votre élève, Weronika Godlewska, et sa partenaire pianiste Stéphanie Salmin. Portrait des 2 musiciennes. J'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans en Pologne. À l'âge de 15 ans, je venais parfois à Bruxelles pour étudier avec M. André Sioui. À l'âge de 17 ans, je suis entrée au conservatoire de Bruxelles. En octobre, j'étais acceptée à la chapelle. Et maintenant, je travaille avec M. André Sioui. Ça se passe bien. J'ai un peu de problème avec la langue. Oui, mais je comprends presque tout. J'essaie à lire en français. Je pense que ça ira bien. Tout d'abord, j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans. Et puis mon futur professeur, Françoise Dupont, est venue habiter dans ma rue. Et elle m'a proposé de me prendre au conservatoire de Namur. Et donc elle m'a suivie jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis à 17 ans, j'ai été au Conservatoire royal de Mons. Et je suis rentrée dans la classe de Dalia Ouziel et j'ai fait mon premier prix. Et puis voilà, j'ai présenté l'examen d'entrée à la chapelle et je suis ici. Je voudrais encore étudier avec M. Sioui après la chapelle. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'espère de partir pour travailler en Pologne
comme professeur, je ne sais pas encore. Je voudrais aussi jouer beaucoup de concerts, mais c'est difficile. Je suis pour ça ici, pour jouer mieux. Nous avons un petit cours maintenant à donner sur la sonate de Brahms. Et les deux interprètes sont deux élèves de la chapelle, donc Véronika au violon, qui est une polonaise, et Stéphanie, qui est une belge. Voici les deux qui vont commencer à jouer la sonate de Brahms. On va faire quelques petites remarques au niveau d'interprétation, etc. Donc, je vous en prie, on peut commencer. Excellent, très bien. Voilà, nous avons première forte ici, donc vraiment épanouir tout à fait la sonorité. Et tu le fais très bien, Véronika, de donner énormément d'énergie, mais sans brutalité. C'est excellent. Et donc, les notes, les deux premières notes de thème forte sont bien prononcées. Et ensuite, tu as un très grand triolet qui est décomposé sur deux mesures. C'est très caractéristique pour Brahms, n'est-ce pas? Ça, on a déjà parlé de ça. Normalement, le triolet, ça, on sait ce que c'est. Hein? Ici, le triolet est décomposé sur deux mesures. Donc, ceci, donc mi, et après pam, pa, pa, pam. Hein? Donc, c'est très spécial comme caractère. Et toutes les notes sont très articulées, très énergiques, n'est-ce pas? Et la suite, c'est la même chose, mais le grand triolet qui est décomposé là, s'adoucit à la fin et ça devient tout à fait lyrique pour passer à autre chose. Donc, c'est très intéressant à explorer, d'accord? Donc, faisons directement votre entrée fortissime, donc forte, donc le mi. Alors, Véronika, tu ne les soutiens pas assez ton mi et le geste vers le si après est un tout petit peu lent, n'est-ce pas? Ça s'installe un tout petit peu, disons, un train quotidien, n'est-ce pas? Donc, tim, pam, 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 pam. Moi, je voudrais pam, 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 pam. Le geste doit être beaucoup plus rapide pour reprendre l'archet, d'accord? Encore une fois. Directement, fa, fa, la, fa, oui. Oui, avec. Tout à fait les talons, économiser archet. Voilà, très bien. Maintenant, respire bien.
cette place-là, c'est magnifique, mais elle demande énormément de patience, n'est-ce pas, hein, chez toutes les deux. Hein. Donc, soyez patiente et vous aurez beaucoup plus de charme, parce que la patience, c'est une vertu qui se cultive dans les phrases comme ça, comme celle-là, n'est-ce pas? Et c'est vraiment une chose tout à fait extraordinaire. C'est la plus belle phrase de cette sonate. Hein. Donc, il faut bien la souligner dans ce sens-là. Très bien. Faisons encore une fois la long forte piano, donc to tim avec la voilà. Va jusqu'au les talons, économise bien arché. 2, 3, 1, 2. C'est un oubli. Bien écouter les pianos. Oui, excellent. Encore ralentir. Oui, très bien. Excellent, excellent. Regarde, les premières, c'est bien. Et hein, la note en haut, on dirait un petit soupçon de désespoir qui s'installe dans votre petite place. Hein. Cette note est très sensible ici. Il faut changer un peu d'ambiance, changer un peu de couleur. Elle peut venir un tout petit peu plus tard. Elle sera d'autant plus intéressante. Hein. D'accord? Moi, je voudrais encore un peu plus d'oubli dans votre hein, n'est-ce pas? Et aussi, même quand vous faites la respiration avant votre fa, 2, 3, 1, 2, 3. Allez-y quelque part dans un autre domaine que la réalité. Donc, un tout petit peu plus d'inspiration dans ça. Faisons encore une fois l'autototim. Très bien. 2, 3, 1, 2, 3. Oui, formidable. Très bien. Reprendre bien le tempo. Maintenant, c'est ça. Très bien, ça c'est normal, tout à fait. Maintenant, vraiment quelque chose. Oui. Excellent. Très bien. Oui, très bien, excellent, très bien. Regarde Véronica, très bien. Stéphanie fait tam, tatim, tam, tatam. J'aimerais bien de ton côté que ça ne soit pas... Mais un peu plus inquiet, plus angoissé. Après le ciel que vous avez trouvé dans la phrase précédente, n'est-ce pas, il faut un tout petit peu descendre et être un tout petit peu plus angoissé ici. D'accord? Faisons les deux mesures avant toi. Plus généreux quand vous jouez ça. Hein? Donc, hein? Pas jouer. Mais, je fais quelque chose avec la croche hein, qui vient là-bas. Elle est d'une certaine manière prononcée que ça donne cette largeur à cette phrase-là. Donc, essayons de faire ça. Donc, directement, là, oui, c'est ça. Vas-y, tata.
Pas trop forte. Piano. Très bien. Maintenant plus. Plus. Encore plus. Fortissimo, vas-y, autant que tu peux. Et reposer. Voilà le premier mouvement. Il y a autant de travail avec deux autres. Et en tout cas, c'était vraiment très très bien. L'émission touche à sa fin et avant de nous retrouver avec le trio Artès, on a demandé à un ancien pensionnaire ce qu'il a le plus séduit en tant qu'étudiant à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Disons que quand je suis rentré, il y a quelque chose qui était très important pour moi, qui s'est très très vite déclaré. C'était le fait de côtoyer les musiciens, les artistes de façon différente qu'au conservatoire, où là c'était le plus souvent entre deux cours, même dans le couloir. Il n'y avait pas de véritable échange. Tandis qu'ici, à la chapelle, bon, c'est la vie en commun, tous les jours, 5 jours par semaine. Le fait de manger ensemble, le fait d'avoir même des cours en commun, le fait aussi de pouvoir voir comment les autres réagissent avant, après un concert, c'est très, très, très enrichissant. Et donc, beaucoup de souvenirs.